Grandissant à Portland, dans le Maine, j'ai toujours admiré mon grand frère, Tommy. Il était drôle, courageux, et c'était de loin le meilleur joueur de l'équipe de football américain de son lycée. Il était si bon que ses entraîneurs parlaient déjà bourses universitaires lors de sa dernière année scolaire. Mais Tommy avait d'autres projets. En 1964, il prit une balle au Vietnam en pilotant un hélicoptère. Et, fidèle à lui-même, il réussit à ramener son appareil jusqu'à la base et même à poser l'hélico avant de perdre connaissance. Les médecins se battirent pour lui sauver la vie, mais malheureusement, il ne survécut pas à l'opération et nous le perdîmes. J'avais 13 ans quand on reçut la nouvelle, et cela nous brisa. C'était la pire chose qui ne nous fût jamais arrivée, et il fallut 5 longues années avant qu'on ait de nouveau l'impression d'être une famille. Mais juste au moment où nous commencions à sortir du deuil et à retrouver une vie normale, la conscription arriva. J'avais 18 ans, j'étais au chômage, et j'étais le profil parfait pour être appelé au service militaire obligatoire. Quand mes parents comprirent cela, ils paniquèrent. Maman faillit devenir folle à l'idée de perdre un deuxième fils pour la même maudite guerre et mon père ne l'encaissa pas beaucoup mieux. Mais contrairement à Tommy qui voulait aller au Vietnam parce qu'il rêvait de piloter des hélicoptères aux frais de l'oncle Sam, moi, j'avais une porte de sortie. Une vieille amie de ma mère avait un frère au sein du clergé et s'il tirait 2 ou 3 ficelles, il pouvait m'obtenir une bourse pour des études primaires à l'université du Maine. Et comme j'étais censé être destiné au séminaire, je pourrais alors éviter la conscription et échapper au Vietnam d'une pierre deux coups. Le plan était que je me retire discrètement une fois que la conscription prendrait fin. Mais, à ma surprise, étudier la Bible m'avait donné une forme d'espoir que la mort de Tommy m'avait arraché. La foi s'était révélée être un remède puissant. Alors, quand le moment fut venu de partir, je décidai finalement de rester. Pour moi, l'Église, c'était avant tout servir. Pas seulement Dieu, mais mon prochain. Et je saisissais toutes les occasions de faire du bénévolat dans des associations caritatives. Naturellement, je préférais travailler là où cette aide était la plus nécessaire. C'est comme ça que je me retrouvais impliqué dans le projet des écoles dominicales. Ce projet avait été lancé à la fin des années 70 par le Conseil des Églises du Maine afin de faire cours aux enfants des quartiers défavorisés. Il y avait une branche en Floride, une en Oklahoma et une autre en Arkansas. Mais il voulait ouvrir un autre chapitre en Virginie, et que ce soit moi qui le dirige. J'avais considéré ça comme un immense honneur, alors j'accepta sur le champ. Puis, à la fin du printemps 1977, je m'étais rendu où le Kentucky atteignait les 2 Virginies, pour inaugurer ma propre école dominicale. Certains vont tiquer sur la manière dont je raconte l'histoire à partir de maintenant, et je m'en excuse par avance. Mais j'ai promis un jour à un certain homme que si je la racontais officiellement, je protégerais l'identité des innocents, afin de préserver le peu de paix que Dieu leur avait accordé. Gardez ça en tête et disons simplement que je partais vers une petite ville qu'on surnommera Ashby, perdue au fin fond des vallonnés des Appalaches, en Virginie. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un vallonné, c'est en gros un terme local désignant une série de petites vallées qui découpent les collines ondulantes des Appalaches. Un des meilleurs mots pour le décrire est « artère ». Dans un rayon de 8 km, il peut y en avoir une vingtaine, dissimulées autour de routes sur lesquelles viennent se greffer de petites villes, et Ashby en faisait partie. À l'époque, le charbon était à la base de l'économie locale, et avec la crise pétrolière qui frappait le milieu des années 70, comme vous vous en souvenez peut-être, la ville tournait à plein régime. Des gens débarquaient à Ashby par poignées après avoir trouvé du travail dans les mines. Et même si les 2 églises de la ville suffisaient à accueillir ces nouveaux habitants, il n'y avait pas assez de pasteurs pour enseigner la parole du Christ à un nombre croissant d'enfants. Et c'est ici, chers auditeurs, que j'entrais en scène. Après avoir loué une petite chambre individuelle dans une pension locale, je me présentais au pasteur du coin. Puis, une fois leur bénédiction obtenue, je bricolais une petite tente, quelques chaises et un tableau noir. Au départ, je pensais qu'il faudrait être patient avant de constituer une classe entière, mais dès le tout premier dimanche, ma tente était quasiment pleine à craquer. Je racontais aux enfants Jonas et la baleine. Ils adoraient toujours cette histoire. L'idée que Dieu puisse nous aider même quand tout semble perdu. Du côté des parents, la seule plainte semblait concerner le nombre insuffisant de chaises. Mais le dimanche suivant, presque tous les parents apportèrent un meuble de jardin, une chaise pliante, à peu près n'importe quoi qu'ils avaient pu trouver. Avec le temps, la branche virginienne du projet se révéla être un immense succès. Ashby était une communauté pauvre, mais les gens y étaient spirituellement riches.
et en rencontrant les parents des enfants à qui j'enseignais, je finis par connaître presque tout le monde en ville. Certains parents voulaient sincèrement que leurs enfants apprennent les Écritures saintes, d'autres voulaient juste que quelqu'un les garde une petite heure, le temps de se remettre d'une gueule de bois. Et je finis par soupçonner que la mère d'un garçon nommé Joshua appartenait clairement à cette deuxième catégorie. Elle n'avait pas l'air très intéressée à l'idée de me parler quand elle venait le récupérer le dimanche matin. Elle était simplement contente que je sois là pour le surveiller. Alors, quand le petit Joshua ne se présenta pas à l'école dominicale pendant 2 semaines d'affilée, je commençais à m'inquiéter. J'appelai chez sa mère, une petite caravane à la périphérie de la ville, et fus soulagé d'apprendre que Joshua était seulement tombé malade. Mais quand je le revis à l'école, il était toujours très pâle, et semblait bien plus timide que d'habitude. Après avoir donné aux enfants du papier et des crayons, et leur avoir demandé de dessiner un animal qui, d'après eux, aurait pu se trouver sur l'arche de Noé, je pris Joshua à part et lui demandai comment il se sentait. Il ne devait pas avoir plus de 7 ou 8 ans, et ce n'était pas un enfant très extraverti. Mais quand il me dit qu'il avait été malade et avait dû rester chez lui, il n'arrivait pas du tout à me regarder dans les yeux. Quand je lui demandais de quelle maladie il avait souffert, Joshua répondit qu'il n'en savait rien. Il savait juste que ça lui avait énormément donné envie de dormir, jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Ça m'avait semblé somme toute banal, alors je n'avais pas insisté. Mais avant de retourner à sa place, Joshua me parla d'un rêve qu'il avait fait. Il dit que la première fois qu'il s'était endormi après avoir été tellement mal qu'il ne pouvait même plus tenir debout, il avait rêvé qu'il marchait à travers un bosquet d'arbres à sous-vêtements. Entendre l'expression « arbre à sous-vêtements » m'avait tellement pris de court que j'avais ri un peu sur le moment. Joshua souriait lui aussi, puis il m'expliqua que des grosses poupées de briques et de broc étaient sorties de derrière les troncs d'arbres à sous-vêtements et avaient commencé à jouer avec lui. Pour ceux qui l'ignorent, une poupée de briques et de broc est une sorte de tradition des Appalaches, ou du moins quelque chose qu'il est devenu avec le temps. Le concept avait été importé par des immigrés anglais et écossais au XIXe siècle. Il s'agissait d'une poupée fabriquée de vieux torchons, de chiffons, boutons, bricoles. Une poupée faite de briques et de broc. Elle pouvait prendre toutes les formes, toutes les tailles, mais souvent ce n'était que des sacs en tissu rembourrés avec un visage cousu dessus. Donc quand Joshua me dit qu'un tas de poupées de briques et de broc avait surgi des arbres, je m'imaginais une bande de personnages amusants. Des sacs avec des cheveux en chiffon, des chapeaux bizarres et de grands sourires brodés. Joshua me dit que s'il faisait des rêves comme ça à chaque fois qu'il tombait malade, alors être malade ne serait pas si grave. Sauf qu'après ce rêve, il s'était senti encore pire qu'avant, et il avait dormi très longtemps avant de commencer à se sentir mieux. C'est dur de dire ça aujourd'hui, mais sur le moment, j'avais encore ri. Je lui ai dit que c'était le rêve le plus loufoque que j'avais jamais entendu et qu'il fallait avoir une sacrée imagination pour rêver d'une chose pareille. Joshua sourit encore et juste avant de retourner à sa place, il dit quelque chose qui m'a transpercé le cœur. Il dit que la prochaine fois qu'il tomberait tellement malade qu'il s'effondrerait, il espérait ne pas avoir à dormir dans les bois de nouveau. Avec le recul, je ne sais pas comment j'ai réussi à finir la leçon ce jour-là, mais je le fis tant bien que mal. D'habitude, c'était Josh qui avait du mal à me regarder dans les yeux. Mais quand sa mère vint le chercher, cette fois, c'est moi qui avais du mal à le regarder. Ce que Josh m'avait dit resta dans ma tête tout le reste de ce dimanche. Et puis, le lendemain matin, j'utilisais le téléphone de la pension pour appeler le bureau du shérif du comté. Quelques heures plus tard, un jeune adjoint que je vais surnommer Isaac arriva à la pension. Quand je lui rapportai tout ce que Joshua m'avait raconté, l'adjoint me dit qu'il s'assurerait qu'on s'occupait bien du petit Joshua. Mais il me prévint aussi que, dans les Appalaches, s'occuper bien d'un enfant était un concept des plus relatifs. Les gens travaillaient si dur et si longtemps juste pour avoir de quoi manger que même les meilleurs parents n'avaient pas le temps de surveiller leurs gosses 24 heures sur 24. Et si la police se mettait à poursuivre pour négligence tous ceux dont les enfants partaient traîner dans les vallonnés, la moitié du comté finirait derrière les barreaux. Isaac pouvait passer chez Josh, parler à ses parents, même les mettre en garde, mais il n'allait pas changer du jour au lendemain. En tout cas, pas tant que leur sac de course ressemblerait à la cargaison de ravitaillement d'un bar. Je savais que je ne pouvais pas aider des gens qui ne voulaient pas changer. Mais je savais aussi qu'avoir la police sur le dos pourrait pousser la mère de Josh à se reprendre. Alors, malgré tout, j'étais reconnaissant. Isaac me rappela quelques jours plus tard en disant que la situation n'était probablement pas aussi grave que je le pensais. Joshua s'était bien effondré dans les bois, oui, mais sa mère était partie frénétiquement le chercher après le coucher du soleil. Elle l'avait ramené chez eux et l'avait soigné jusqu'à ce qu'il aille mieux. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça m'avait beaucoup rassuré. Je ne voulais pas causer de problème à ses parents. Je voulais juste m'assurer que le petit Josh allait bien. Et comme il n'y eut plus d'absences répétées, ni de rêves étranges,
Je crus que je n'en aurais plus à m'en soucier. 6 semaines supplémentaires passèrent sans incident, et ma seule peine était de savoir qu'un jour je devrais plier bagages et retourner dans le Maine. Certains diraient que cet endroit était ennuyeux à mourir, mais pour moi, la ville était d'une simplicité paisible. Il ne se passait pas grand-chose à Ashby, et donc, quand quelque chose arrivait, tout le monde en parlait. Je me souviens d'être passé à l'épicerie un jour, dire bonjour à Chad derrière le comptoir qui m'avait immédiatement répondu « Hé, pasteur, t'as entendu parler de l'incident vallonné par Dieu ?» Il s'avéra que, comme Chad l'avait dit, il y avait bien eu un incendie dans un endroit appelé Vallonné par Dieu qui, troublante coïncidence, abritait une vieille ville abandonnée, autrefois ravagée par la peste que les gens prétendaient hanter. Comme j'étais encore relativement nouveau dans le coin, je n'en avais jamais entendu parler quand il le mentionna pour la première fois. Mais Chad me raconta vite l'histoire. Sans l'épidémie de peste qui avait frappé la ville de Pardieu juste après la guerre de sécession, Ashby n'existerait peut-être même pas. Il me dit que des dizaines de pauvres gens avaient vu leur maison saisie, et même si plus tard on avait tenté de brûler l'endroit, certaines demeures en quarantaine tenaient encore debout. Le vallonné était tellement envahi par la végétation qu'il fallait être idiot de s'y aventurer, à moins de vouloir finir mordu par un serpent. Mais Chad me dit aussi que même sans ça, les gens évitaient le vallonné par Dieu à cause de sa réputation. Chad avait entendu des rumeurs comme quoi l'incendie aurait une origine surnaturelle, comme si les fantômes sans répit des victimes malades tentaient de terminer le travail en purifiant l'endroit. Entre nous, mais d'après ma modeste opinion, la cause était plus probablement un mégot jeté par des adolescents fêtards. Le feu avait fait rage toute la nuit et les pompiers l'avaient éteint un peu après l'aube. De manière générale, les habitants de la ville traitèrent l'incendie comme un cas isolé. Mais en vérité, ce fut la première série d'une chaîne d'événements que personne ne pourrait arrêter. Environ 6 semaines avant mon retour dans le Maine, 3 habitants d'Ashby disparurent du jour au lendemain. L'un des hommes possédait une petite entreprise de transport, appelons-le juste le routier. Un autre était contremaître dans l'une des rares scieries encore en activité du comté, alors appelons-le le bûcheron. Tous les deux étaient des membres respectés de la communauté et d'après ce que j'avais pu comprendre, ils n'avaient jamais eu de démêlés avec la justice. Mais ce n'était pas le cas du 3e homme. Et pour des raisons qui deviendront rapidement évidentes, je vais appeler cet homme-là le frère. Pour l'instant, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que ce frère était un bon à rien d'alcoolique qui vivait dans une caravane délabrée, dans le même parc que le petit Joshua et sa mère. Contrairement aux 2 autres disparus, le frère était bien connu des services de police. En plus de sa longue liste d'antécédents, il représentait une épine permanente dans le pied des habitants d'Ashby. Il buvait, volait, provoquait des bagarres et, ironie formidable, il était également le frère de nul autre que l'adjoint Isaac. Apprendre ça avait éveillé en moi une profonde compassion. Le frère d'Isaac, éternel mouton noir de sa famille, était finalement victime de ses mauvais choix et s'était, sans nul doute, retrouvé dans le pétrin. La disparition ne ressemblait pas à d'innocentes vacances improvisées. Les 3 hommes se connaissaient à peine et aucun d'eux n'avait laissé de mots derrière eux. Vu le passé du frère, on supposa que leur disparition avait une origine criminelle. Certains craignaient que le frère eût tué les 2 autres lors d'une altercation puis quitté la région après avoir caché les corps quelque part. D'autres évoquaient un sale plan qui aurait mal tourné. Par exemple, une transaction de drogue qui se serait soldée en drame. Inutile de le préciser, les hommes ne revinrent jamais. Et au fil du temps, les habitants d'Ashby devinrent de plus en plus abattus. Ils lancèrent des annonces publiques, imprimèrent des affiches et parcoururent les bois autour de la ville en criant les noms des disparus. Puis, à mesure que les affiches et que les groupes de recherche se raréfiaient, l'espoir suivit. C'est alors que les veillées commencèrent. Les gens marchaient dans les rues, l'air sombre, une bougie à la main, priant en silence pour le retour des disparus. Je participais à chacune d'elles, même si cela me remplissait d'angoisse, surtout en voyant l'adjoint Isaac dans la foule une terrible expression de deuil dans les yeux. À l'époque, je croyais que son expérience de policier le privait de tout espoir, qu'il avait dû voir trop de cadavres et trop de scènes de crime pour croire à un voyage champêtre impromptu, ou à l'idée qu'il se tairait quelque part suite à un deal foireux. Je m'approchai et lui demandai s'il voulait parler, mais il refusa. Environ 1 semaine après la dernière veillée, on installa dans l'une des églises d'Ashby un arbre d'espérance. Ce n'était guère plus qu'un grand carton découpé en forme d'arbre, sur lequel on avait accroché les photos des 3 hommes disparus. Mais il y avait aussi des fleurs, des bougies disposées au pied et des messages écrits par les habitants. L'arbre avait la forme d'un pin, simple mais beau, rappelant la métaphore que le pasteur de l'église avait utilisée en disant que leur espoir, tel l'amour de Dieu, était persistant, à l'image des conifères.
Puis une nuit, quelqu'un se glissa dans l'église à l'heure du loup et saccagea ce bel arbre de l'espoir avec une violence inouïe. La ville fut choquée jusqu'au plus profond de son âme. Ashby était un endroit où ce genre de choses n'arrivait simplement pas. Les gens respectaient leurs voisins, certes, mais rien n'égalait leur respect pour la sainteté de l'église. Alors voir quelqu'un commettre un acte aussi violent qu'entre quelque chose qui comptait autant pour tout le monde rendit la populace furieuse. Ils exigèrent que le shérif retrouve le coupable et on demanda à tout éventuel témoin de se manifester. Les gens étaient tendus, très tendus. Et ça me brisa le cœur de voir ces personnes d'ordinaire pacifiques et bienveillantes se retourner soudainement les unes contre les autres. Ceux qui n'entretenaient pas les meilleures relations avec les disparus firent l'objet d'accusations à peine voilées et une réunion municipale finit en concours de cris avant qu'on y mette fin. Je suppose que l'idée d'être si proche d'attraper le coupable échauffa les esprits parce que, pendant son acte de terrorisme, l'auteur du crime avait laissé quelque chose derrière lui. Un masque, une cagoule en toile de jute avec, cousu à l'extérieur, un visage souriant. Tout le monde à Ashby savait ce que ça signifiait. Trouvez à qui appartenait ce masque et vous teniez votre homme. Mais le shérif n'a jamais réussi à retrouver son propriétaire. Sauf que ce n'était pas le propriétaire du masque qu'il avait laissé sur place. C'était quelqu'un d'autre. Et je ne l'appris que la veille de mon départ pour le Maine, lorsque la pension où je logeais reçut un appel à mon attention. C'était l'adjoint Isaac, mais il n'avait pas le même timbre que d'habitude lorsqu'il me demanda si j'étais disponible pour parler. Quand je lui dis qu'il pouvait passer à la pension, il me répondit que c'était une conversation qui devait se faire en privé. C'est pour ça que nous convînmes d'un rendez-vous à la nuit tombée, à quelques kilomètres de là, non loin de l'entrée du vallonné par Dieu. J'avais naïvement pensé que c'était un autre au revoir chargé d'émotions. Beaucoup d'habitants étaient tristes de mon départ imminent et bien des larmes avaient été versées. Je m'étais dit que l'adjoint Isaac, en tant que bon macho, ne voulait pas qu'on le voie pleurer en public. Et d'une certaine manière, j'avais raison. Il y aurait des larmes, et il y aurait un adieu. Mais l'adjoint Isaac avait surtout une histoire à me raconter. Une histoire qui m'a si profondément ébranlé que, même après toutes ces années, j'y pense encore presque tous les jours. Il faisait nuit quand je pris la route vers l'endroit convenu. Après avoir garé ma voiture, je sortis et attendis patiemment l'arrivée d'Isaac. Il sortit de l'obscurité peu après, seul, une bouteille d'alcool à la main. Et rien qu'à sa démarche, je voyais qu'il était bien éméché. C'est là que je compris que ce ne serait pas l'adieu émotionnel que j'imaginais. En fait, à le voir comme ça, je mentirais si je disais que je n'avais pas eu un peu peur de lui cette nuit-là. Après avoir bredouillé quelques formules d'usage, je lui demandai ce dont il voulait me parler. Il ne répondit pas tout de suite. À la place, il but une grosse lampée comme pour remettre de l'ordre dans ses idées et quand Isaac me demanda s'il pouvait me faire une confession, en tant que pasteur, je lui répondis que, au sein de l'église presbytérienne, ça ne fonctionnait pas comme ça. S'il voulait se confesser, il pouvait le faire directement auprès de Dieu, car même si Dieu voyait tout et savait tout, il appréciait toujours un peu d'honnêteté personnelle de la part de ses enfants. Isaac marmonna quelque chose, comme quoi une discussion tête-à-tête avec Dieu ne ferait pas l'affaire. Pas à ce moment-là en tout cas. Il voulait parler d'homme à homme, pas d'homme à Dieu. Je comprenais alors, je lui demandais ce qu'il voulait confesser. Mais avant de parler, Isaac me dit que s'il se confessait, c'était uniquement parce que je partais pour le Maine le lendemain matin. Il me demanda si je comptais revenir un jour. Quand je répondis « Oui, un jour j'espère », il me dit de chasser cette idée immédiatement. Il allait me partager quelque chose que personne ne devait jamais savoir, en tout cas, personne vivant à Ashby. Et une fois qu'il m'aurait tout raconté, je devrais rester loin. Pour toujours. Et si je ne le promettais pas, il ne dirait pas un mot de plus. Je pensais que, puisqu'Isaac voulait manifestement partager son fardeau à tout prix, mon devoir était d'honorer sa demande et de jurer au moins un silence partiel. Une fois ma parole obtenue, Isaac me raconta que quelques jours avant l'incendie au vallonné par Dieu, il avait croisé un ancien collègue du comté voisin. Celui-ci travaillait désormais pour le shérif du comté de Russell. Quand Isaac lui avait demandé des nouvelles, l'autre lui avait parlé d'une enquête récente. La semaine précédente, cet ancien collègue avait arrêté une adolescente prostituée pour racolage. Et pendant qu'elle était à l'arrière de la voiture, la jeune fille avait commencé à parler d'une agression qu'elle avait récemment subie. Au début, l'ancien collègue pensait qu'elle inventait une histoire pour susciter de la compassion, gratter une pause hors de sa cellule, un café, une cigarette. Mais au fur et à mesure, il comprit que son récit était réel. La fille avait dit qu'un client l'avait prise en voiture, l'avait emmenée quelque part, puis avait garé son camion et lui avait proposé une bière. Elle avait accepté et ils avaient bu ensemble pendant qu'il
discuter des conditions, pour ainsi dire. Et c'était à peu près la dernière chose dont elle se souvenait, jusqu'au moment où elle s'était réveillée dans les bois, couverte d'échymoses, endolorie de partout. Elle ne savait pas avec quoi on l'avait droguée. Elle savait seulement que ça devait être très puissant parce que tout ce dont elle se rappelait, c'était qu'un homme masqué l'avait emmenée dans une maison hantée et que, pendant qu'on la traînait dehors, les feuilles des arbres s'étaient transformées en sous-vêtements juste devant ses yeux. L'ancien collègue voulait savoir quel genre de drogue pouvait provoquer des hallucinations, une perte de conscience et des trous de mémoire. Isaac avait répondu qu'il existait beaucoup de substances capables de produire ces effets, dont une qu'on appelait communément roufie ou flunitrazépam. Mais pendant qu'il parlait, son esprit était ailleurs. Sur la route du retour, Isaac n'arrivait pas à se sortir de la tête cette histoire de feuilles devenant des sous-vêtements. Il avait déjà entendu ça quelque part, récemment. Puis tout à coup, ça lui était revenu. Il se souvint que le petit Joshua m'avait parlé des arbres à sous-vêtements à l'école dominicale. C'était un détail mineur que j'avais évoqué en passant, mais comme vous en doutez, l'image était plutôt marquante. Isaac trouva extrêmement improbable que 2 personnes sans lien apparent aient imaginé exactement la même chose à quelques mois d'intervalle. Il repensa ensuite à la fille emmenée dans une maison hantée. Près d'Ashby, il ne connaissait qu'un seul endroit réputé hanté, le Vallonné par Dieu, là où se trouvait l'ancienne ville ravagée par la peste, à moitié brûlée, que personne n'osait jamais visiter. Alors, avec tout ceci en tête, l'adjoint Isaac décida de passer par le Vallonné. L'endroit n'avait pas été touché depuis plus de 100 ans. Même un véhicule tout-terrain aurait eu du mal à avancer sans rester enlisé. Isaac sortit donc de son camion et s'enfonça dans Pardieu la nuit tombée, seulement armé d'un pistolet et d'une lampe torche. Il marcha et marcha, ses jambes se faisant lacérer par des ronces et des épines. S'il trouva sans peine la ville de Pardieu, il ne trouva pas d'arbre à sous-vêtements. Il continua, revenant sur ses pas, faisant des rondes pour couvrir tout le Vallonné. Puis, sur le chemin du retour, dans un recoin sombre, il découvrit une clairière entourée de cornouillers aux couleurs étranges. Parce que ce n'étaient pas seulement des fleurs blanches qui agrémentaient ces arbres. Quand Isaac braqua sa lampe dessus, il vit des dizaines de paires de sous-vêtements de toutes les couleurs suspendus aux branches. Il avait compris sur le champ. Si l'agression de cette adolescente était réelle et si elle n'avait pas simplement halluciné les arbres à sous-vêtements ou les hommes en toile de jute ressemblant à des poupées de briques et de broc, alors le petit Joshua n'avait pas halluciné non plus. Et ce qui rendait le tout pire encore, c'était que toutes ces culottes pendues aux branches ressemblaient à des trophées. Si c'était le cas, alors le nombre de victimes devait être énorme, plusieurs dizaines. Depuis combien de temps ces monstres emmenaient-ils des victimes au Vallonné par Dieu ? Qui étaient-ils et comment diable avait-il fallu attendre aussi longtemps pour que tout remonte à la surface ? Ce furent ces questions qu'Isaac rumina en retournant à son camion pour prendre le bidon de secours qu'il gardait dans le coffre. Il savait que ce n'était pas une bonne idée de brûler des preuves et qu'en faisant ça, il risquait de compromettre toute poursuite judiciaire si l'affaire allait un jour devant un tribunal. Mais Isaac s'en fichait. Il voulait que les hommes derrière ces masques sachent que leur crime avait été découvert. Parce qu'une fois leur secret éventé, il n'aurait plus qu'à s'asseoir et regarder quel chien se mettrait à aboyer. Isaac aspergea les cornouillers d'essence et y mit feu, les regarda brûler un moment avant de repartir vers Ashby. Et le lendemain matin, l'incendie était sur toutes les lèvres. Isaac jouait le rôle de l'adjoint ignorant, mais en profitait pour observer les réactions quand il demandait « Vous avez entendu parler du feu au Vallonné par Dieu ?» Tout le monde répondait avec une surprise innocente. Tout le monde, sauf son frère alcoolique, qui, mystérieusement, devait prendre un bus peu après avoir entendu la nouvelle. Isaac trouva ça incroyablement suspect. Il alla donc jusqu'à la caravane de son frère pour jeter un œil. Et là, caché au fond d'un placard en vrac, Isaac trouva un sac contenant un masque en toile de jute avec un visage souriant cousu dessus. Le frère d'Isaac entra plus tard cette nuit dans une caravane sombre apparemment vide, mais celui qui l'attendait dans le placard, là où se trouvait le masque, c'était son propre frère, l'adjoint Isaac. Ce dernier dit qu'il avait dû le torturer, parce que ni la loi, ni même un pistolet braqué sur lui ne suffirent à lui arracher la vérité. Isaac dut lui bourrer la bouche avec un chiffon mouillé pendant qu'il le frappait, et après lui avoir brisé un doigt, son frère s'était mis à parler. Lui, le bûcheron et le routier choisissaient des victimes depuis presque 10 ans. Il ne le faisait pas souvent, seulement quand le frère avait besoin d'argent au point d'être prêt à tirer un enfant dans les bois pour lui faire boire une bouteille de soda spéciale dans laquelle il avait mélangé quelques sédatifs.
Mais le frère s'était tellement habitué à droguer des enfants qu'il avait commis une erreur monumentale en droguant cet ado prostitué. Et c'était sa plus grande erreur. Par pur hasard, l'histoire était remontée jusqu'à lui d'une manière qu'il n'aurait jamais pu anticiper. En apprenant que son frère, son propre sang, était en réalité la pièce maîtresse d'un réseau local de prédateurs, Isaac dut réfléchir sérieusement. Il finit par détacher son frère de la chaise à laquelle il l'avait ligoté. Puis, après avoir décapsulé 2 bières, Isaac dit qu'il allait tout arranger. Tout ce que son frère avait à faire, c'était d'appeler ses 2 complices et d'organiser une rencontre pour qu'Isaac puisse voir quel pli il fallait lisser. Il dit que son frère était tellement reconnaissant qu'il avait pleuré, et que pour couvrir ses crimes, il était plus que disposé à organiser ce rendez-vous. Mais une fois celui-ci planifié, Isaac l'attrapa à la gorge et l'étrangla à mort, là, dans sa caravane. Plus tard dans la nuit, Isaac roula jusqu'au lieu du rendez-vous et attendit le routier et le bûcheron. Quand ils arrivèrent, tout ce qui les attendait, c'était le jugement dernier. Isaac dit qu'il avait jeté les corps des 2 hommes dans le coffre, avec celui de son frère, puis qu'il avait conduit jusqu'à une vieille mine abandonnée à quelques comtés de là, et qu'il avait balancé leurs corps dans un puits d'extraction délabré. Isaac dit qu'au début, il n'avait eu aucun doute. Il avait fait ce qu'il fallait. Il expliqua que le système judiciaire de ce pays était comme un filet. Certains crimes passent entre les mailles. Il ne pouvait pas supporter l'idée que cela arriva après les aveux complets de la part de l'un des coupables. Il ne regrettait pas d'avoir tué le bûcheron ou le routier, mais le souvenir du regard de son frère, celui qu'il avait en comprenant que son propre sang allait le tuer, hantait Isaac. Il se souvint de l'histoire de Caïn et Abel. Et même si les circonstances étaient très différentes, il se mit à se poser la même question que Caïn. Suis-je le gardien de mon frère ? Il commença à se demander s'il aurait dû aider son frère, non pas en couvrant ses crimes, mais en lui passant les menottes et en le protégeant de lui-même. C'est alors que l'adjoint Isaac me demanda très humblement si je croyais qu'un homme ayant tué son propre frère serait autorisé à entrer au paradis. Je lui répondis qu'il devrait faire amende honorable devant le Seigneur parce que la plus ancienne des lois disait « Tu ne tueras point ». Mais j'ai ajouté que si ce qu'il m'avait raconté était la stricte vérité, alors certaines circonstances pourraient être prises en compte pour un homme qui a tué afin de protéger les innocents de, et je le dis sans aucune hyperbole, l'influence de Satan. Isaac m'a dit que s'il me racontait tout ça, à moi et à moi seul, c'était parce que les gens d'Ashby n'étaient tout bonnement pas capables de supporter la vérité. En dehors de son frère, les 2 hommes disparus étaient des piliers de la communauté. Et si la vérité sortait, cela la déchirerait irrémédiablement. Le même résultat se produirait si l'affaire allait au procès et que tout éclatait au grand jour. Alors, à la place, l'adjoint Isaac avait décidé de rendre justice lui-même, de manière personnelle. La seule vraie question qui restait, c'était: pourrait-il vivre avec le souvenir d'avoir tué sa chair et son sang ? Je pense encore à l'adjoint Isaac et à son frère, même aujourd'hui. Parce qu'il y a un verset des Chroniques que j'aurais aimé lui citer ce soir-là, près du vallonné par Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mais il y a aussi un verset d'Ézéchiel que j'aurais aimé partager avec lui. Celui qui dit « J'abattrai le mur que vous avez enduit de badigeons, je le renverserai à terre, et ses fondations seront mises à nu. Et quand il tombera, vous périrez au milieu de ses ruines, et vous saurez que je suis l'Éternel. » C'est un verset sur les conséquences du fait de dissimuler des actes mauvais et sur la manière dont, lorsque les hommes les exposent à la lumière et laissent les méchants être consumés par leurs propres crimes, ils deviennent des instruments de Dieu. Parce que dans cette vie ou dans l'autre, il y a des conséquences pour ceux qui commettent le mal, surtout contre les innocents. Et j'y crois assez pour y miser mon âme mortelle. Alors, que la paix soit avec toi, adjoint Isaac. Tu sais qui tu es et tu demeures dans mes prières. Aïe autres fidèles, j'espère que cette histoire vous aura plu. Dites-moi en commentaire votre ressenti. Si vous avez des histoires à raconter, de préférence des expériences personnelles, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires connues ou moins connues que vous aimeriez me voir traduire et m'écouter lire, faites-moi en part en commentaire. Un grand merci aux abonnés Tipeee qui soutiennent la chaîne et donc tous les projets en cours. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description et en top commentaire.
Je vous dis à bientôt pour d'autres frissons, d'autres histoires d'horreur en ma compagnie.